بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Je vais commencer série de vidéos في الموديول traitement de signal. Ce sont des cours اللي هزيتهم من Université INSA Rouen. Donc c'est module traitement de signal. On va commencer par le cours numéro 1, introduction au traitement du signal. On va commencer par la représentation temporelle des signaux. في الموديول de traitement de signal راح نشوفوا introduction au traitement de signal. راح نشوفوا le passage من domaine continu discret. راح نديروا la transformation de Fourier. راح نشوفوا la transformation de Fourier en discret. راح نشوفوا les systèmes linéaires continus. نشوفوا les systèmes linéaires discrets. راح نشوفوا le filtrage analogique et bien sûr avec le filtrage numérique. Et on termine avec DSP, c'est Digital Signal Processing. Digital Signal Processing. Donc, pour l'introduction, on va commencer par définir c'est quoi un signal, la définition d'un signal. Après, on passe qu'est-ce que le traitement du signal. Après, on va voir les chaînes de traitement de l'information, la classification des signaux, les signaux élémentaires, la notion de corrélation, la notion de distribution, définition d'une distribution et on va voir aussi l'impulsion de Dirac. On va commencer par définir c'est quoi un signal. Donc, le signal, c'est la représentation physique d'une information à transmettre. Donc, c'est une entité qui sert à véhiculer une information. Donc, signal est عبارة عن مقدار فيزيائي لمعلومة نحن نرسلوها وعبارة عن entité اللي الهدف منها إنها تنقل l'information. كي نهزو exemple على les signaux راح نلقاو les ondes acoustiques. Par exemple, le courant délivré par un microphone, la parole ou bien la musique. Les signaux biologiques, le EEG, le ECG, la tension aux bornes d'un condensateur en charge, les signaux géophysiques, vibrations sismiques, finances, cours de la bourse, les débits de la scène, l'image, vidéo, etc. Lorsqu'on parle toujours du signal, il faut savoir la définition du bruit. C'est quoi le bruit? Donc, c'est tout phénomène perturbateur pouvant gêner la perception ou bien l'interprétation d'un signal. Maintenant, on passe à la définition du traitement de signal. Donc, le traitement de signal, ce sont des ensembles de techniques permettant de créer, d'analyser, de transformer les signaux en vue de leur exploitation. Donc, ou bien c'est l'extraction du maximum d'informations utiles d'un signal perturbé par le bruit. Donc, la notion très importante, c'est bien le bruit. Quelle est la fonction du traitement de signal? Bien sûr, c'est pour créer ou bien l'élaboration de signaux. Soit avec la synthèse, c'est bien la création de signaux par combinaison de signaux élémentaires. Exemple, dans cette figure, on voit la somme de plusieurs signaux sinusoïdaux. Donc ça, c'est le résultat de la somme premier signal, deuxième et troisième. Pour la modulation, c'est bien l'adaptation du signal au canal de transmission. Donc, modulation d'amplitude, nous avons le signal, on va le multiplier avec l'onde porteuse. À la sortie, on va récupérer l'onde porteuse modulée. Deuxième fonction du traitement de signal, bien sûr, c'est l'analyse. Donc, c'est l'interprétation des signaux, soit domaine de détection, c'est-à-dire isoler les composantes utiles d'un signal complexe, ou bien l'extraction du signal d'un bruit de fond. Pour domaine de l'identification, on peut avoir le classement du signal, c'est-à-dire identification d'une pathologie sur un signal EEG, ECG, reconnaissance de la parole, etc. Donc, dans cette figure, on voit un son voisé et son spectre. Bien sûr, deuxième, un son non voisé et son spectre. Troisième fonction du traitement de signal, c'est bien transformer ou bien adapter un signal aux besoins. On va commencer par le filtrage, c'est bien l'élimination de certaines composantes, soit détection de craquement sur un enregistrement, détection de bruit sur une image, l'annulation d'écho, etc.
On peut utiliser aussi le traitement de signal dans le domaine de codage et compression, soit codage compression JPEG, MP3, MPEG4, etc. Ici, par exemple, nous avons des étages de filtres anti-aliasing. On va faire une décimation, c'est-à-dire un sous-échantillonnage avec des algorithmes d'allocation et taux de compression. Donc, on va faire l'allocation de bits aux bandes selon l'énergie du signal. Après, on passe l'étape de suréchantillonnage, l'étage de filtre interpolateur et à la sortie, on va récupérer notre signal codé et compressé. La chaîne de traitement de l'information et le traitement de signal. Nous avons toujours un système physique. La sortie du système physique, ça sera l'entrée d'un capteur accompagné de bruit. Après, on passe la chaîne de transmission avec le bruit, bien sûr, récepteur, traitement. On peut avoir l'analyse, l'extraction d'informations, reconnaissance de forme, compression MP3, etc. ou bien d'autres domaines de traitement de signal. Quel est l'objectif du traitement de signal? C'est bien des connaissances théoriques élémentaires pour décrire et représenter les signaux, comprendre le principe et les limitations des méthodes de traitement, la mettre en œuvre des méthodes de traitement simples. Donc, quel est l'objectif de ce premier cours? C'est bien faire la classification des signaux selon différentes catégories, soit leur dimension, leur évolution, leur énergie, leur morphologie, etc. On doit savoir la définition de l'énergie et la puissance et comment les calculer, quelle est son utilité, la notion de corrélation. Pour la classification des signaux, on peut les classifier soit classification dimensionnelle, c'est-à-dire on peut avoir un signal monodimensionnel, un D, c'est une fonction d'un seul paramètre, pas forcément le temps, une concentration, une abscisse, etc. Ou bien un signal bidimensionnel, deux dimensions, exemple, image en noir et blanc, pour avoir une fonction fiale X ou Y. On peut aussi avoir des signaux très dimensionnels, exemple, un film noir et blanc. La classification phénoménologique, c'est bien l'évolution déterministe ou bien aléatoire des signaux. On va commencer par les signaux déterministes. Donc, les signaux déterministes, ce sont des signaux dont l'évolution en fonction du temps t peut être parfaitement décrite grâce à une description mathématique ou bien graphique. On peut trouver comme sous-catégorie des signaux déterministes, soit des signaux périodiques. Donc, quel que soit t, il existe un t de telle façon, x de t égale à x de t plus k fois grand t. Des signaux apériodiques, ce sont des signaux qui ont un support non borné ou bien des signaux transitoires qui ont un support borné. On va définir aussi c'est quoi un signal réel. C'est un signal représentant une grandeur physique. Son modèle mathématique, c'est une fonction réelle. Exemple, la tension au bord d'un condensateur. Deuxième type de signaux, la classification phénoménologique, c'est bien les signaux aléatoires ou bien ce qu'on appelle les signaux stochastiques. Donc, ce sont des signaux dont l'évolution temporelle est imprévisible et dont on ne peut pas prédire la valeur à un temps t. La description est basée sur les propriétés statistiques des signaux, soit sur la moyenne du signal, ou bien la variance, ou bien les lois de probabilité, exemple la loi de Gauss, la loi normale, etc. Donc, exemple, le résultat d'un jet de dés lancé toutes les secondes. Exemple, on peut avoir une moyenne qui est égale à 3,5, l'écart type égal à 1,87. On peut trouver aussi les signaux aléatoires stationnaires. Donc, stationnaire, bien sûr, c'est les caractéristiques statistiques ne varient pas au cours de temps. Voici un exemple d'un signal stationnaire dans la première figure. Et deuxième figure, nous avons un signal qui est non stationnaire. Troisième type de classification, donc je fais la première classification dimensionnelle, deuxièmement phénoménologique, troisième type de classification, c'est bien la classification énergétique. Donc pour l'énergie et puissance des signaux, soit un signal x de t défini sur un intervalle de moins l'infini à plus l'infini et t0 un intervalle de temps.
Donc, pour calculer l'énergie du signal, on doit utiliser la formule suivante. Donc, nous avons l'énergie, c'est un intégral qui varie de moins l'infini à plus l'infini de la valeur absolue de x de t élevé au carré dt. Ou bien, on peut calculer par la formule suivante. Donc, c'est l'énergie égale, c'est la limite quand t0 tend vers l'infini de l'intégrale qui varie de moins t0 sur 2 jusqu'à plus t0 sur 2 de x de t en valeur absolue élevée au carré dt. Pour la puissance moyenne de x de t, p par définition, c'est la limite de t0 tend vers l'infini de 1 sur t0, l'intégrale de moins t0 sur 2 jusqu'à plus t0 sur 2 de x de t en valeur absolue carré dt. Donc, pour les signaux périodiques de période on peut calculer la puissance égale par la formule suivante. Donc, la puissance égale à 1 sur grand T, l'intégrale de moins T sur 2 jusqu'à T sur 2 de la valeur absolue de x de T élevé au carré dt. Toujours avec la classification énergétique, nous avons quelques remarques. Donc, les signaux à énergie finie, donc, ils ont une puissance moyenne nulle. Généralement, cas des signaux représentant une grandeur physique. Exemple, les signaux transitoires à support borné. Ou bien des signaux à énergie infinie, donc on aura une puissance moyenne non nulle. C'est le cas des signaux périodiques. Donc, cette notion, elle est valable pour les signaux aléatoires et déterministes. Donc, nous avons toujours le passage, le domaine temporel, le domaine fréquentiel ou bien le continu discret. Sur l'amplitude, on doit faire une quantification. Donc, à partir, le signal de départ, c'est un signal analogique. On va récupérer un signal quantifié. Pour le domaine continu discret par rapport au temps, départ, j'aurai un signal analogique de la sortie, donc j'aurai un signal échantillonné, mais quantifié, ça sera un signal numérique. Maintenant, on va voir quelques notions sur le bruit. Donc, retour sur la notion de bruit. Le bruit, par définition, on a dit que tout phénomène perturbateur pouvant gêner la perception ou bien l'interprétation du signal. La notion de bruit est relative, elle dépend du contexte. Exemple classique du technicien en télécommunication et de l'astronome. Pour le technicien en télécommunication, les ondes d'un satellite, c'est un signal. Les signaux provenant d'une source astrophysique, c'est un bruit. Par contre, pour l'astronome, les ondes d'un satellite, c'est un bruit et les signaux provenant d'une source astrophysique, c'est un signal. Donc, tout signal physique comporte du bruit, une composante aléatoire et on va voir l'introduction de la notion du rapport signal sur bruit. Quel est l'objectif? Toujours, nous avons un signal égal à la composante déterministe plus une composante aléatoire. Donc, pour déterminer la qualité d'un signal aléatoire ou bien déterministe, il faut introduire la notion du rapport signal sur bruit, quantifiant l'effet du bruit. Donc, le rapport signal sur bruit est égal à la puissance du signal divisé par la puissance du bruit, ou bien le rapport signal sur bruit en décibels égal à 10 log décimal du rapport signal sur bruit. PS, c'est la puissance du signal et PB, c'est celle du bruit. Dans la première figure, nous avons le rapport signal sur bruit égal à 0 décibel. Dans la deuxième figure, le rapport signal sur bruit égal à 26 décibels. Donc, en bleu, nous avons le signal plus bruit et en rouge, nous avons le signal net. Maintenant, on va voir les signaux élémentaires continus. On va commencer par l'échelon. Donc, l'échelon égal à 0 pour T négatif, égal à 1 pour T positif. Nous avons donc l'échelon, il permet d'exprimer l'établissement instantané d'un régime continu. Signal porte ou bien recte de période taux égal à 1 pour T en valeur absolue inférieure ou égal à taux sur 2, 0 ailleurs. Donc, taux, c'est la largeur de la porte. Exponentielle décroissante
Donc, y de t égale exponentielle moins at multiplié par l'échelon. Donc, on va prendre que la partie positive du signal, donc sachant que a doit être positive. Pour la fonction porte ou la rectangulaire, elle peut être définie comme une différence de deux échelons. Nous avons aussi les signaux périodiques, exemple le signal sinus et le signal cosinus. Maintenant, on va voir la notion d'autocorrélation. On va commencer par une définition. Nous avons que l'autocorrélation réalise une comparaison entre un signal x de t et ses copies retardées. Donc, c'est l'étude de ressemblance d'un signal avec lui-même au cours du temps. Nous avons pour les signaux à énergie finie, on doit utiliser la fonction suivante. Donc, c'est x de taux, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de taux par x conjugué de t moins taux des taux. Donc, il est homogène à une énergie, c'est x de 0, c'est l'énergie du signal. Pour les signaux à énergie infinie, donc indice x de taux, c'est la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini, d'un intégral qui varie de moins t sur 2 jusqu'à plus t sur 2 du signal x de t multiplié par le conjugué de x de t moins taux dt. Donc, c'est homogène à une puissance, sachant que Cx de 0, c'est la puissance moyenne du signal. On va voir quelques propriétés. On va commencer par la valeur absolue de Cx de taux. Elle est inférieure ou égale à Cx de 0, donc elle est en maximum, la valeur 0. Si nous avons x de t périodique, donc la fonction d'autocorrélation est périodique de même période. Toujours la fonction d'autocorrélation, elle est paire pour des signaux réels. Pour l'intercorrélation, elle va comparer un signal x de t et un signal y de t retardé. Donc, elle va mesurer la similitude entre ces deux signaux. Pour les signaux à énergie finie, la fonction d'intercorrélation c'est x, y de taux, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t multiplié par y conjugué de t moins taux dt. Pour les signaux à énergie infinie, donc la fonction d'intercorrélation c'est x, y de taux, c'est la limite de 1 sur t0 quand t0 tend vers l'infini de l'intégrale de moins t0 sur 2 jusqu'à t0 sur 2 de x de t multiplié par y conjugué de t moins taux dt. On va voir quelques exemples d'application. Par exemple, la détection par intercorrélation. On peut, avec les exemples toujours, c'est la détection de signal périodique noyé dans le bruit, l'analyse spectrale et le test de blancheur. Maintenant, on va voir une introduction aux distributions. Nous avons un circuit V de T qui est égal, le signal V de T aux bornes du condensateur égal à 0, c'était négatif, égal à E0, c'était positif. Donc, V et les discontinuités. Alors, la question, que vaut la valeur du courant I de T? Donc, I de T, par définition, c'est la valeur du condensateur multipliée par la dérivée de la tension V par rapport au temps. I de T est nul partout, 0, on ne connaît pas la valeur de I, car V de T, il est discontinu en 0, donc il n'est pas dérivable dans ce point. Bien sûr, si on va porter de I de T en 0 existe, puisqu'il y a un transfert de charge Q, qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de I de T dt, donc est égal à C par la valeur E0. Entre l'alimentation et la capacité, donc on aura I de T égale à C E0. Et de t serait une fonction qui vaut 0 partout et l'infini en 0. Impossible car nous avons 2 fois e de t égale à e de t ou e de t au carré est égal à e de t. Donc, e de t n'est pas une fonction, c'est une distribution. Ce qu'on appelle, c'est une distribution de Dirac. Pour la distribution de Dirac, on va faire une définition. On va commencer par la définition. Si nous avons phi, c'est une fonction, la distribution de Dirac ou bien l'impulsion de Dirac, elle est définie par Dirac de phi, c'est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de phi de t par Dirac de t dt. Donc, c'est égal à phi de 0. Le Dirac appliqué à une fonction égale à la valeur de la fonction, le point 0. Remarque qu'il n'existe pas de fonction phi Dirac vérifiant cette propriété. Donc, cependant, pour des raisons de commodité, on la note souvent comme une fonction de t, Dirac de t, qu'on va la représenter par une impulsion, le point t égale à 0.
Quelles sont les propriétés de l'impulsion de Dirac? Nous avons que Dirac représente un signal de durée théoriquement nul et d'énergie finie, donc est égal à 1. La notation incorrecte, mais elle est commode, que Dirac de T1 égale à Dirac de T moins T1. Une impulsion de Dirac à l'instant T1 donne Dirac de T1 de phi égale à phi de T1. Nous avons d'autres propriétés, exemple x de t par Dirac de t moins t0 égale à x de t0 par Dirac de t moins t0. Toujours avec la distribution de Dirac, nous avons d'autres définitions. On peut la définir comme une fonction. Donc, Dirac de x égale à 0 pour x différent de 0. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de x dx égale à 1. La première remarque, donc ceci est impossible, l'air sous le pic ne peut être égal à 1. Deuxième remarque, que l'énergie du Dirac est donc égale à 1. Donc, à partir du signal porte, nous avons que Dirac de x, c'est la limite de 1 sur tau, quand tau vers l'infini de la fonction recte de tau x. Et peut être vu aussi comme la dérivée d'un échelon. Maintenant, on va voir la définition de Penny de Dirac. Définition, c'est une somme infinie d'impulsions de Dirac régulièrement espacée de T0. Donc, Penny de Dirac égale, c'est une somme de Dirac de T moins K T0, qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Les propriétés, nous avons n'importe quelle fonction x de T multiplié par Penny de Dirac égale la somme de x de K T0 par Dirac de T moins K T0. Donc, ce qu'on appelle, c'est un échantillonnage de la fonction x de t. Quelques éléments sur la théorie de distribution. On appelle une distribution D un opérateur sur l'espace vectoriel V de fonction phi de t, indéfiniment dérivable et à support borné. Donc, D, CV appartient au ensemble de nombres complexes et phi de t appartient aux distributions D et phi. Propriété, nous avons d phi 1 plus d phi 2 égale à d phi 1 plus d phi 2. d alpha phi égale à lambda, pardon, d lambda phi égale à lambda d phi. Donc, sachant que lambda, c'est un scalaire. Dérivation d'une distribution, donc c'est soit d une distribution, donc la dérivée des primes de d définit également une distribution telle que la dérivée de d phi égale à moins d la dérivée de phi. D'accord? Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pour ce premier cours de traitement de signal. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va faire la suite. Merci beaucoup pour votre attention.